Merci beaucoup pour l'invitation, c'est évidemment un plaisir de travailler en interdisciplinarité avec les collègues. Et oui, c'était un peu une boutade, je ne vais pas parler de Game of Thrones. Oui et non, disons que je ne vais pas parler de la série directement, mais de sa réception et du discours que cette série a généré. Et j'ai choisi effectivement d'empoigner la question à partir d'une question qui m'est souvent posée par les journalistes. Évidemment, quand on étudie, on publie, on travaille, on enseigne sur les séries télévisées, on est très sollicité par la presse. Et à propos de Game of Thrones, effectivement, on m'a souvent posé la question, qu'est-ce qui explique le succès de cette série, qu'est-ce qui explique son engouement. Et beaucoup de journalistes m'ont posé cette question, est-ce qu'on peut dire que Game of Thrones est un phénomène de société? Et si oui, en vertu de quels critères? C'est vraiment une question qui m'a un peu intriguée. Et effectivement, c'est un terme qui revient souvent dans le discours critique sur la série. La série, effectivement, cumule tous les superlatifs, bat tous les records en termes de budget, en termes d'audience, en termes de piratage. Elle serait la série la plus téléchargée de l'histoire, faisant monter l'estimation du nombre de spectateurs de 31 millions à 1 milliard pour la dernière saison. Alors on prend en compte aussi le streaming, le piratage, le téléchargement illégal, etc. Elle serait aussi la série la plus chère de l'histoire de la télévision. Chaque épisode de la saison 8 aurait coûté environ 15 millions de dollars. Elle est certainement aussi la plus rentable de l'histoire de la télévision. Elle a notamment été diffusée dans 186 pays, ce qui est quand même assez énorme. Donc HBO peut maintenant miser sur la vente de la franchise, en plus de tout le reste, le merchandising, etc. Elle serait aussi la série ayant suscité le plus grand nombre de tweets. Elle serait aussi la série la plus populaire de HBO, mais aussi de toute l'histoire de la télévision, attirant un très large spectre de spectateurs en termes de couche sociale et attirant y compris des spectateurs qui ne sont pas familiers ou qui n'apprécient pas forcément la fantaisie, qui n'ont jamais aimé la fantaisie jusque-là. Cette question du succès de la série et de son impact social intrigue également la communauté académique, comme l'illustre l'appel à contribution pour le colloque organisé par Anne Besson et d'autres chercheurs à Épinal dans le cadre des festivals des Imaginales. Cet appel à contribution propose de faire, je cite, un premier bilan sur ce que le succès médiatique et la réussite esthétique de la série télévisée, mais aussi du cycle romanesque inachevé de George Martin, ont pu apporter à la manière dont la fantaisie est perçue. Les auteurs de cet appel mettent en évidence plusieurs domaines dans lesquels la série aurait eu un impact particulier, un impact de transformation important, au niveau de la construction du genre, de la fantaisie et de ses sous-genres, Game of Thrones contribuant à renouveler ses codes narratifs, stylistiques et esthétiques, au niveau de la construction d'un récit trans ou multimédiatique, effectivement, parce que c'est un récit qui se prête assez bien à la déclinaison à travers différents médias, notamment en raison de son souffle épique, du nombre très important de personnages, de lieux traversés, etc. Et puis au niveau de la création d'un public actif qui s'investit dans l'interprétation de l'univers fictionnel, le prolonge, l'enrichit, le transpose, le détourne dans d'autres contextes. La diffusion, ça vous avez entendu parler à propos au moment de la diffusion de la saison 8, la diffusion a même entraîné le lancement d'une pétition qui exige des scénaristes la modification en fait de cette saison, ce qui est vraiment un cas assez unique dans l'histoire de la télévision. On n'a jamais vu ça. Et là, vraiment, ce qui est intéressant, c'est que les fans, les spectateurs se revendiquent comme co-auteurs de la série. Donc c'est vraiment assez singulier. Et puis encore un aspect sur lequel l'appel à contribution met l'accent, c'est l'idée que la série permet aussi une nouvelle lecture, une relecture des rapports de pouvoir qui sont tant de toute organisation sociale. La série mettant en évidence des effets de domination, que ce soit sur le plan du genre, de la race, de la classe, etc. Les multiples réappropriations et détournements de la série, comme celui du slogan « Winter is coming » ou « Warming is coming » par les militants de la lutte pour le climat, ou celui qui ironise sur le mur voulu par Trump, « The Wall is coming », indique en effet, je dois l'avouer, que la série a eu un impact bien au-delà du cercle des fans de la fantaisie et des fans des romans de Martin.
Pour autant, est-il pertinent de parler de phénomènes de société, une expression qui non seulement, selon moi, présente le désavantage d'être très vague, mais qui appellerait aussi l'expertise de collègues autrement mieux outillés que moi pour répondre à cette question, donc des sociologues qui peuvent vraiment peut-être envisager effectivement la série sous l'angle de ses répercussions sociales. Pour qu'il y ait un phénomène de société, il faut par ailleurs, que le dit phénomène, si on s'en tient à la définition que donne Émile Durkheim du fait social, soit suffisamment étendu, régulier, collectif, prégnant et contraignant, au point de transformer durablement la vie des individus au sein d'un groupe social donné. Or, bien que très populaire, force est de constater que la série Game of Thrones ne répond pas à ces critères. Quand bien même, dans 20 ans, nos étudiants et nos étudiantes s'appelleront Arya, Khaleesi, Yara, Lyanna ou Tyrion. Et j'ai moi-même appelé mes chats Lady et Nymeria. Donc, il y a une page Instagram. Je suis aussi victime, un peu. Mais pas mes chats seulement. Alors, aux journalistes donc, qui me posent la question, je réponds que Game of Thrones n'a pas, selon moi, entraîné un phénomène de société, mais plutôt un phénomène médiatique dont l'ampleur inédite est due en grande partie à l'hégémonie culturelle qu'exercent aujourd'hui les médias numériques dans la construction de la valeur d'un discours, enfin dans la construction d'un discours sur la valeur d'une série. Le succès de la série est d'abord en grande partie dû à l'adhésion des fans, une adhésion qui a été en fait garantie d'office par l'adhésion de fans des romans de Martin et des romans et des fans des romans de l'heroic fantasy en général, des fans qui vont s'engager très activement dans le décodage d'une narration complexe, notamment en échangeant des informations, des impressions, faisant des hypothèses quant à la suite du récit, en étendant l'univers diégétique à travers le fan art, la fanfiction, etc. HBO va d'ailleurs très rapidement accorder aux fans un rôle très important dans la création d'un discours autour de la série, notamment durant les intervalles qui séparent la diffusion des différentes saisons, les encourageant par exemple à organiser des soirées marathons, leur proposant, ça c'est le cas pour la dernière saison, une chasse au trésor pour trouver 6 trônes disséminés dans le monde, ou alors ils vont aussi les inviter à participer à la création du cri du dragon Viserion, comme l'indique Paula Fairfield, en charge du design sonore de la série. La série a en effet beaucoup bénéficié des effets de buzz permis par le téléchargement, par le streaming à haut débit et par Internet où les spectateurs peuvent dialoguer entre eux à travers les réseaux sociaux, à travers des blogs, des sites de fans, etc. Ce buzz s'est d'ailleurs intensifié de saison en saison. L'attente entre elles permettront d'accroître l'intérêt et de fédérer de nouveaux adeptes. Ces effets de viralité permis par le web ont été ensuite amplifiés par les médias qui se sont emparés de cet objet pour précisément l'ériger discursivement au rang de phénomène de société, les discours académiques, dont je suis la première victime, leur emboîtant aussitôt le pas. Aussi, ce sont en grande partie les discours sur et autour de la série qui ont contribué à en faire un phénomène de société, un phénomène culturel et médiatique, parce qu'on rencontre, en tout cas moi c'est le cas, je ne sais pas vous, mais on rencontre encore beaucoup de gens qui n'ont pas vu la série et qui ne s'en portent pas plus mal. Ils n'ont pas l'impression d'être passés à côté d'un fait social marquant. Je ne sais pas, si quand même, toi tu te sens prépérité, tu sens qu'il y a un manque, une lacune vitale dans ta vie, tu n'as pas vu Game of Thrones. Moi je pense qu'on peut survivre sans. Non, vous pouvez vivre sans. Non. Vous n'êtes pas obligé d'appeler vos enfants à rien, mais vous pouvez vivre sans. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, Game of Thrones est surtout, c'est ça évidemment qui m'intéresse, vous l'imaginez bien, une série qui est révélatrice de la légitimité acquise ces dernières années par des séries télévisées qui, tout en s'inscrivant dans la culture de masse, revendiquent leur statut artistique à travers une politique des auteurs remise au goût du jour, une politique des auteurs qui a été inventée dans le champ du cinéma. La Quality TV dont se revendique la chaîne HBO, qui produit la série, comme vous le savez, vise à proposer à son public des fictions d'excellente facture, tant sur le plan formel, en se rapprochant
de la qualité de films de cinéma que sur le plan du contenu, avec un discours politiquement incorrect, une critique profonde de la société américaine passée et présente et l'exploration de ses faces les plus sombres. Pour y parvenir, HBO choisit de traiter les créateurs, les scénaristes et les showrunners comme des auteurs auxquels elle octroie une liberté créative propice à l'innovation, en tout cas c'est son discours. Cette fonction octoriale se manifestant non seulement au moment de l'écriture et du tournage, qui sont souvent simultanés, mais également à travers le discours de l'industrie de la télévision qui défend pour les créateurs une politique d'auteur au sens vraiment cinématographique du terme. En donnant carte blanche aux créateurs et scénaristes de séries, comme c'est le cas pour Game of Thrones, HBO cherche en fait à dépasser les contraintes intrinsèques du médium télévisuel traditionnel, donc cherche à se distinguer d'autres chaînes en justement revendiquant le privilège de l'audace, de l'innovation, de l'expérimentation esthétique et artistique. L'enjeu consistant pour elle à combattre l'image négative de la télévision qui a longtemps été associée à la culture de masse, au consumérisme dégradant et à la féminité en raison justement d'une attitude passive et frivole qu'induirait supposément la télévision, et c'est quelque chose qui un discours qui est très pérenne dans l'histoire des médias. Imiter les conventions cinématographiques permet alors à la chaîne HBO de se distancer du modèle télévisuel traditionnel fondé sur l'articulation entre culture de masse et féminité, de sorte à masculiniser à la fois ses produits et son public. Game of Thrones, si la série est souvent considérée comme un phénomène culturel sans précédent, c'est aussi parce elle semble être, en tout cas, emblématique de la fin d'une époque, donc de la fin de l'âge d'or des séries qui ont été produites dans les années 2000. Ça, c'est un problème parce qu'il y a eu plein d'âges d'or dans les séries télévisées, mais je ne rentre pas dans les détails. Elle serait aussi représentative de la fin d'un modèle de production. Ça, la question se pose, c'est pas sûr, c'est-à-dire des séries au budget de blockbuster, et elle serait aussi peut-être, elle marquerait la fin d'un modèle de diffusion particulier qui est le feuilleton hebdomadaire. Elle serait alors le dernier grand succès de la télévision linéaire, son démarrage précédant de très peu la diffusion d'un nouveau modèle représenté par les plateformes de vidéo à la demande, telles que Netflix et Amazon. On a en effet beaucoup entendu dire que cette série symbolise le moment ultime de la télévision linéaire qui a pendant des décennies réuni simultanément et à très large échelle des téléspectateurs au rythme d'une diffusion hebdomadaire. Et juste une petite incise, la RTS sur la 8e saison a réussi ce tour de force de diffuser les épisodes en synchronisme avec la diffusion américaine. C'est quand même assez unique. Alors, en comparaison avec la consommation délinéarisée des plateformes de VOD, telles que Netflix et Amazon, HBO revendique un autre modèle de réception, un modèle qui est davantage communautaire et qui va permettre de déclencher au même moment des interprétations, des réactions, des échanges, notamment des échanges transnationaux qui sont facilités par le net. Alors que les séries actuelles appellent plutôt un mode de consommation individuel et indépendant de la logique linéaire de la télédiffusion classique, Game of Thrones donc réintroduit un mode de réception collectif. Alors évidemment, on peut prendre l'exemple de la saison 8, mais je prends ici l'exemple, j'évoque rapidement un épisode de la saison 3, Les Noces pourpres, qui a réuni une masse considérable de personnes alors touchées par sa violence graphique, sa radicalité narrative, le partage sur les réseaux sociaux étant interprété dans les médias comme une sorte d'exorcisme un peu collectif, du trauma provoqué par l'élimination d'une grande partie de la famille Stark. Alors, on se souvient en effet qu'avant Game of Thrones, les Sopranos ou Six Feet Under, qui sont aussi des séries HBO, avaient largement mobilisé le public américain, les rues et les cafés étant, paraît-il, déserts au moment de leur diffusion le dimanche soir.
Mais la chaîne HBO est allée plus loin, encore plus loin, je pense, avec Game of Thrones, en favorisant consciemment la participation des femmes à la réception, la concurrence croissante entre les producteurs de contenu audiovisuel, poussant en fait à se démarquer pour proposer quelque chose de plus qu'une série. Et Game of Thrones, c'est un bon exemple, c'est plus qu'une série, c'est vraiment un univers, pour reprendre le terme de Daniel, qui propose une expérience de type communautaire. On peut, à partir de là, imaginer que deux modèles de production moins vont coexister ces prochaines années, peut-être qu'il va y en avoir d'autres. Il y a le modèle HBO qui est capable de produire une série blockbuster d'envergure cinématographique en prise avec l'air du temps, et puis celui représenté par Netflix, dont l'offre foisonnante est assez inégale, il faut le dire, et sa mainmise croissante sur tous les secteurs de l'audiovisuel rappelle en fait le fonctionnement des grandes majors hollywoodiennes qui contrôlaient toute la chaîne de la production, de la diffusion et de la réception. Alors, moi je pense que on est plus dans le modèle cinématographique que dans un modèle télévisuel. Et les deux, en fait, finalement, HBO et Netflix ont un peu une stratégie différente, mais qui est celle justement de s'extraire du modèle traditionnel de la télévision standard. Dans tous les cas, il sera probablement difficile de refaire un second Game of Thrones. C'est souvent une question aussi qu'on me pose, mais est-ce la fin de l'histoire? Non. Tant son succès se fonde en fait sur une combinaison très singulière de facteurs conjoncturels qui ne peuvent être reproduits à l'identique, a fortiori ceux qui concernent la réception, parce qu'il est toujours très difficile de savoir à l'avance ce qui va marcher auprès du public, et l'équipe même va être extrêmement étonnée du succès rencontré par la série au cours de la première saison. Quant à savoir si Game of Thrones marque la fin ou le début d'une nouvelle ère, il est évidemment difficile de faire des pronostics, mais on peut avancer sans prendre beaucoup de risques que c'est une série qui aura marqué l'histoire de la télévision, puisqu'elle constitue sans aucun doute un jalon. La série Game of Thrones, selon moi, occupe un peu la place qu'avait occupée dans les années 2000 Lost, à savoir celle d'une série phénomène plutôt que d'un phénomène de société. Ce sont deux séries qui ont réuni une communauté de fans très importante et qui ont suscité un très grand nombre de discours à la fois profanes et savants. Si le succès de cette série est dû à des facteurs externes, tels que le buzz médiatique créé par les fans ou le discours de la distinction véhiculé par la production, il repose également, il faut l'admettre, sur des facteurs internes, tels que la construction d'un univers fictionnel riche et en perpétuelle évolution. Pour commencer, il faut noter que le budget très important alloué à la production donne la possibilité de reconstituer un univers dont la qualité esthétique, narrative et scénaristique rivalise décidément avec le cinéma. La série offre également la possibilité de s'évader dans un ailleurs temporel, alors que nous vivons dans une époque troublée et pleine d'incertitudes, je reviendrai là-dessus, et je cite notre collègue Alain Corbellari, qui, à propos du Moyen-Âge, explique à quel point le Moyen-Âge a du succès dans les médias et dans différents moyens d'expression comme séries télévisées ou cinéma, parce qu'il offre justement un moyen d'évasion dans une contrée exotique dont on reconnaît cependant un certain trait comme faisant partie de notre monde. Donc à la fois permet une évasion, mais toujours en reconnaissant des éléments qui sont familiers. Game of Thrones, et ça me paraît le point le plus important, et je vais insister là-dessus, joue beaucoup sur le succès de deux modèles. Le Seigneur des Anneaux, donc l'adaptation cinématographique qui a contribué à démocratiser le genre de la fantasy, et il faut aussi le situer dans la filiation de séries historiques produites par la chaîne HBO, telles que Rome, qui avait pour ambition de renouveler les codes du peplum en proposant une image plus authentique, plus intimiste, plus familière de l'Antiquité. Toutefois, elles s'en distinguent par l'ampleur des moyens financiers engagés et également par sa capacité à répondre au goût du public actuel en quête de réalisme, proposant une série de fantasy considérée comme adulte. C'est aussi un argument qui revient, y compris dans les travaux académiques sur Game of Thrones. C'est une série de fantasy, mais qui s'adresse aux adultes. Bien que la représentation du Moyen-Âge, et je rejoins par certains côtés ce que disait
Daniel tout à l'heure, la représentation du Moyen-Âge, effectivement, proposée par Game of Thrones, soit davantage le fruit d'un fantasme ou de références très éclectiques. Elle a comme particularité de produire des effets de vraisemblance qui jouent au bénéfice de l'adhésion des spectateurs. J'enseigne aussi la question des séries télévisées aux étudiants de l'EPFL, et c'est un argument qui revient tout le temps quand on discute. Ils sont tous très impressionnés par le réalisme de la série. Et c'est effectivement un élément qui est souvent souligné à propos de la série. Là, je fais référence à une conférence qui avait eu lieu à l'UNIL en mars 2016 et où des historiens étaient intervenus pour justement parler de ces effets de réalisme. Et vous pouvez aussi faire des recherches et vous allez tomber sur plein d'articles qui thématisent cette question du réalisme. Alors, magie, surnaturel, dragon, marcheur blanc sont en effet, en tout cas au début, et effectivement ça commence à changer à partir de la saison 7 et 8, mais dans les premières saisons, ces éléments sont mis en marge du récit, pour privilégier plutôt les intrigues politiques, les combats entre camps ennemis, les relations entre les personnages et leurs vicissitudes. Un soin particulier est apporté à la reconstitution des détails tels les costumes, les armes, les combats. La richesse psychologique des personnages, la diversité des groupes sociaux représentés, l'absence de manichéisme, la violence des luttes de pouvoir, etc., achevant de conférer à la série une sorte d'aura, d'authenticité et de vraisemblance qui ont été maintes fois soulignées par la réception critique. Aussi, le succès de la série provient de l'ambition de renouveler doublement le genre de la fantasy, de l'heroic fantasy, d'une part en tant que genre déprécié par les élites cultivées, et d'autre part en tant que genre galvaudé par les imitateurs de Tolkien, qui auraient, selon les scénaristes et Martin, dénaturé son essence. Les scénaristes Benioff et Weiss ont en effet choisi avec Martin de redonner à ce genre considéré comme mineur de la littérature ses lettres de noblesse, en lui infusant une bonne dose de réalisme et de violence inhabituelle à la fois dans les romans de fantasy et à la télévision. Dans un entretien donné en avril 2011, Martin explique la chose suivante. Je lisais beaucoup de romans historiques et le contraste avec ce genre et la plupart de la fantaisie était dramatique car beaucoup d'imitateurs de Tolkien ont mis en place un décor quasi médiéval, mais il s'agissait d'un Moyen-Âge digne de Disneyland. Les mauvais auteurs de fantaisie s'inspirent des structures sociales du Moyen-Âge, mais ils ne sont pas réalisés ce que cela signifie. Ils écrivent des scènes dans lesquelles la jeune paysanne courageuse gronde le méchant prince. Dans la réalité, le méchant prince l'aurait violée, il l'aurait mise au fer et aurait ordonné qu'on lui jette des ordures dessus. Selon William Blanc, que vous connaissez certainement, un collègue qui s'intéresse au genre de la fantaisie, c'est précisément la perspective réaliste qui permet à Martin de renouveler le genre. En fin de compte, en se revendiquant d'une proximité avec le réel historique, Martin affirme surtout sa singularité face à d'autres auteurs de fantaisie. Infuser dans son cycle Ramassness des éléments de réalité médiévale ne revient pas à proposer une recréation du Moyen-Âge, mais à se libérer d'un carcan établi par la génération précédente. Or, cette volonté de renouveler le genre de la fantaisie en proposant une image moins naïve, plus réaliste et plus brutale du Moyen-Âge coïncide parfaitement avec la ligne éditoriale de la chaîne HBO qui cherche à attirer un nouveau public plus exigeant qui n'aurait pas initialement choisi de regarder une série telle que Game of Thrones. La chaîne HBO le fait notamment en accentuant les effets de réel et en soulignant la violence à la fois des intrigues, des personnages et la violence faite aux personnages. Cette violence ayant fait l'objet de beaucoup de critiques dès la diffusion de la première saison. À ces critiques qui condamnent le ton brutal et cru de la série, Martin a évidemment apporté des réponses. Il répond « La violence est intrinsèque au Moyen-Âge et ne pas la montrer, ce serait donner une version édulcorée de cette époque, comme le font de nombreux romans de fantasy. C'est pourquoi il est nécessaire, selon lui, de montrer, en plus des beaux chevaliers héroïques, la violence des inégalités sociales, raciales et sexuelles qui sont omniprésentes à cette époque. » Il a donné plusieurs entretiens sur cette question.
On constate donc qu'il y a une sorte de convergence entre les discours des scénaristes et des showrunners et la rhétorique promotionnelle typique de la quality TV, qui tend à construire la valeur d'une série en fonction de sa conformité à une certaine réalité historique jusque-là occultée ou idéalisée, fût-elle fantastique ou fantasmée, comme c'est le cas pour Game of Thrones. Une série comme Deadwood est par exemple présentée par la production qui est aussi une série HBO, est aussi présentée par la production comme la représentation authentique de l'Ouest américain, dont les westerns cinématographiques et télévisuels ont contribué à donner une version très édulcorée. Il s'agit donc pour David Milch, qui est le showrunner, le créateur de la série, de rétablir une image de l'Ouest américain, une image qui soit plus violente, plus brutale et qui soit très loin en fait des westerns colorisés. Comme pour Game of Thrones, c'est la même stratégie, c'est par la mise à distance des codes habituels du genre que la série affirme la singularité de son geste artistique. L'argument du réalisme esthétique et narratif et de la violence qui souvent l'accompagne est ainsi un ingrédient indispensable à la construction d'un discours de la distinction défendu par la chaîne HBO, qui cherche donc à toucher un public haut de gamme, en plus de tous les autres types de publics, ce discours étant ensuite relayé par les médias et les instances universitaires. Et malgré la part évidente prise par l'imaginaire dans cette série, nombreux sont en effet les historiens et les historiennes qui affirment que le contexte socio-historique qui est dépeint ressemble beaucoup à l'idée que l'on se fait du Moyen-Âge, de l'Angleterre et de l'Europe. C'est le cas notamment de Tom Holland, qui est un historien britannique, qui estime que le succès de la série s'explique moins par son côté fantastique que par le réalisme vivant et brutal qui en émane. Il a écrit une série d'articles pour The Guardian et qui ont été largement ensuite republiés en partie par la presse francophone. Alors selon lui, cité dans un article de la Tribune de Genève, la crédibilité de Westeros déclasse paradoxalement bon nombre de romans historiques. Il dit « Aucune fiction se jouant au XIVe siècle ne rivalise avec Game of Thrones, parce qu'il s'agit de dépeindre les souffrances endurées par les paysans, violence, viol, torture, famine, dans un royaume où les nobles se déchirent. » Un autre exemple, un autre historien aussi, d'ailleurs qui était invité à l'UNIL en 2016, Stéphane Rollet, qui a écrit un ouvrage sur Game of Thrones. Il souligne aussi le réalisme historique de la série, mais il insiste sur le fait que la série est plutôt une sorte d'éclectisme, met en place plutôt un éclectisme historique, puisque les références sont très nombreuses, à la fois à différentes époques et à différentes régions du monde réel. Le réalisme de la série mérite cependant, ça c'est mon point de vue, qui peut se discuter, mais selon moi mérite d'être relativisé parce qu'il est en grande partie le fruit d'un discours concerté qui vise à accréditer et à conférer une aura de légitimité artistique et esthétique à un genre souvent jugé mineur de la littérature. Et puis, encore plus important, l'argument du réalisme doit être aussi interrogé et problématisé parce que la série est issue de l'imaginaire foisonnant de Martin et de ses scénaristes et que si réalisme il y a, ce serait un réalisme interne à l'univers fictionnel qui apparaît comme plausible et vraisemblable à l'intérieur de son périmètre, bien que certains éléments effectivement soient inspirés de faits historiques avérés. De fait, on remarque que dans Game of Thrones, comme dans d'autres séries, la question de la différence entre fiction et réalité est un peu secondaire. Ce qui prime, c'est qu'on a surtout affaire, et là je reprends un petit peu les propos de François Josse dans cet ouvrage, on a surtout affaire à une authenticité de l'énonciation et non pas tant à l'authenticité de l'énoncé. Et François Josse aussi explique dans ce livre et ailleurs, mais maintenant je ne me souviens plus vraiment, mais il me semble que c'est dans ce livre, que le réalisme est avant tout un discours qui répond à des règles très précises. J'en viens au dernier point. Le Game of Thrones est aussi un phénomène académique et ce cours on est la preuve. Comme en atteste l'actualité éditoriale qui ne cesse de s'enrichir de titres qui invitent par exemple à comprendre les concepts philosophiques de Kant, Bentham, Machiavel ou Hobbes à l'aune de Game of Thrones, la série est également devenue au fil des saisons, des années, un phénomène académique offrant aux chercheurs et aux chercheuses un matériau presque inépuisable à explorer en fonction de différentes disciplines, que ce soit l'histoire, la philosophie, la géopolitique, l'anthropologie, la sociologie, les études de genre, l'économie. Et effectivement, on constate que cette vitalité de la réflexion permise par la série est due à la fois
a des qualités intrinsèques. Hein. C'est une série effectivement dont la richesse narrative, la complexité des personnages et puis le caractère a priori infini de l'univers fictionnel. Maintenant il s'est terminé, donc il y a une clôture possible. Mais aussi, alors tous ces éléments contribuent hein, à expliquer l'intérêt des chercheurs et des chercheuses pour cette série, mais aussi, il faut aussi noter que la culture populaire hein, joue aujourd'hui et de plus en plus joue un rôle très important pour déchiffrer le monde qui nous entoure, le web ayant beaucoup contribué à décloisonner, à abolir la frontière entre culture noble et culture de masse. Alors la qualité accrue des séries télévisées depuis le début des années 2000 n'a cessé de stimuler les études académiques. Hein, la bibliographie est sans fin et chaque semaine il y a des nouveaux ouvrages et des nouveaux articles qui paraissent sur les séries télévisées. Et effectivement, les études académiques, le champ académique s'est emparé des séries télévisées, tantôt pour comprendre les enjeux narratifs de la sérialité à l'image des théories du récit, tantôt pour analyser les cultures participatives comme le font les théories de la réception ou les fan studies, ou encore pour étudier la trajectoire de certaines figures du pouvoir politique ou religieux, comme c'est le cas par exemple dans l'histoire antique ou médiévale. C'est pourquoi la série a été interprétée selon les points de vue comme un miroir de notre époque, en proie à la confusion des valeurs morales, comme un avertissement à l'égard des bouleversements climatiques qui risquent de décimer la planète, et là c'est ce que disait tout à l'heure Daniel, hein, comme un rappel aussi des dangers que représentent les conflits religieux menant au fanatisme, ça c'est en rapport avec la religion de Mélisandre, ou alors comme un manuel de leçons marketing. Hein. On retrouverait par exemple dans cette série des intrigues politiques et une réflexion sur le pouvoir qui trouve des échos dans notre monde actuel et dans sa géopolitique, comme l'affirme l'ouvrage du leader du mouvement espagnol Podemos, qui a été traduit en français, Les leçons politiques de Game of Thrones, qui utilise justement la série pour rappeler la nécessité de renverser le capitalisme avancé, devenu désormais obsolète, l'hiver qui arrive étant une allégorie de la fin d'un système économique et politique qui ne profite qu'aux riches et qu'aux puissants. Alors selon ce point de vue, le succès de la série doit beaucoup au fait qu'elle parvient à refléter l'état actuel de la société occidentale et la crise économique, politique et écologique qu'elle traverse. Le détour par la fiction offrirait ainsi la possibilité de traiter de problèmes contemporains de manière à faire un pas de côté, le recul historique permettant de poser certaines questions actuelles sous un angle inédit. La série met en effet tellement de personnages et de lieux, met en scène tellement de personnages et de lieux, articule tant d'arcs narratifs que les lectures paraissent potentiellement infinies, comme en témoignent nos collègues historiens et historiennes de la faculté des lettres, qui déclaraient il y a quelques mois sur la RTS que Game of Thrones se serait inspiré de l'histoire suisse. Je ne sais pas vous, mais je suis sceptique. Jeanne d'Arc, la guerre en Irak, Mazarin, Gengis Khan, Louis XIII, Caligula, la guerre des deux roses, Raspoutine, Hannibal, les lanceurs d'alerte. On a tout entendu, on a tout lu à propos de cette série qui suscite parfois un foisonnement délirant d'interprétation. C'est probablement cette ouverture à de multiples niveaux de lecture, une ouverture qu'il faut vraiment insister là-dessus, sciemment exploitée par la production, extrêmement opportuniste, hein, qui l'a exploité une fois le succès auprès du public ayant été confirmé, qui explique le succès d'une série comme Game of Thrones. Elle peut en ce sens être appréhendée sous l'angle d'une réflexion, enfin moi c'est ça qui m'intéresse dans Game of Thrones, il y a plein de choses qui m'intéressent, mais ça m'intéresse en particulier, hein, parce qu'elle permet vraiment d'offrir une réflexion sur la manière d'écrire l'histoire, hein, les entorses faites à la grande histoire n'invalidant pas pour autant hein, sa valeur en tant que discours sur l'histoire, y compris en tant que discours sur l'histoire contemporaine. Pour ma part, et ce sera ma conclusion, je trouve que la série en dit par exemple très long sur la difficulté pour les fabricants d'objets audiovisuels hein, de considérer les femmes de pouvoir autrement que comme des folles, hystériques, perverses et dépravées, comme le dit assez justement le philosophe Zizek dans un article qui a fait polémique lors de sa publication au terme de la 8e saison. On peut en effet regretter que cette série
résolve l'ambiguïté de son discours concernant les rapports de genre, une ambiguïté sciemment cultivée durant les 8 saisons, sur la mise en scène de la folie de Daenerys, qui avait pourtant au fil du récit fait preuve de courage, de sang-froid et de perspicacité politique. Comme dans tant d'autres films et séries télévisées actuelles, la femme de pouvoir y est dépeinte comme irrationnelle, exerçant une violence qui la masculinise, luttant uniquement pour répondre à ses intérêts personnels, des intérêts familiaux restreints, voire pour assouvir un caprice personnel, incapable qu'elle est de se projeter au plan collectif pour défendre les intérêts politiques d'un État. Je cite Zizek, « La même féminité qui, dans le cercle fermé de la vie familiale, constitue le pouvoir même de l'amour protecteur, se transforme en une frénésie obscène lorsqu'elle apparaît au niveau des affaires politiques de l'État. » La série affirme donc que le pouvoir corrompt la femme, fait surgir en elle les plus mauvais penchants, lui fait perdre la raison, la rend intransigeante et tyrannique, entraînant le chaos complet. On peut donc se réjouir, sous cet angle, que Game of Thrones ne soit pas un phénomène de société imposant une conception limitée de ce que peut devenir une femme qui assume des responsabilités politiques. Game of Thrones est tout au plus, et c'est déjà beaucoup, une manifestation des médiacultures, et je reprends le terme à Éric Massé, donc des médiacultures, puisque Game of Thrones offre un lieu d'observation, mais aussi de construction des rapports sociaux, qui sont des rapports de pouvoir asymétriques et conflictuels entre groupes sociaux dominants et groupes sociaux subalternes. Ce cours public du ciel atteste dans tous les cas de la construction de Game of Thrones en tant que phénomène propre à notre culture médiatique, permettant de soulever de nombreuses questions relatives non seulement à la représentation des rapports de genre, qui m'intéressent en particulier, mais je ne suis pas la seule, mais aussi qui soulèvent des questions relatives à la sérialité, à la transmédialité, à la fiction mondaine et aux cultures fans, autant de sujets qui seront abordés durant ce semestre à partir d'autres récits en série. Et je vous souhaite beaucoup de succès, beaucoup de plaisir, et je vous encourage vraiment à suivre ces conférences qui sont toutes plus passionnantes les unes que les autres, et je trouve que vous avez fait un choix très équilibré. Oui, c'est vraiment très porteur. Très bien. Merci.